Depuis 10 ans, il y a eu une rupture de confiance entre les employeurs et les employés. Déjà sur SAD, on a 4500 inscriptions spontanées par semaine. On est à moins d'1% de no-show par mois. C'est des chiffres qui sont probablement les meilleurs du marché. 97% des talents qui cherchent du travail en ligne. Et sur ces 97%, il y en a 30% qui ne cherchent que en ligne. Je pense qu'aujourd'hui, les middle players ont un océan bleu devant eux. On en voit des middle players de l'intérim traditionnel qui sont en train de grossir ces derniers temps. Ils se disent pas digitaux, entre guillemets. Et donc c'est ce qui crée en fait une espèce de résilience que je trouve assez incroyable des réseaux. Autrement, vu les acteurs digitaux qui sont créés ces 10 dernières années, il n'y aurait plus beaucoup d'agences en physique. Je me souviens d'une phrase que tu m'as dite la première fois que tu m'as pitché Side, Pierre. C'était... Salut Alexia, salut Christophe. On est trop content de te recevoir aujourd'hui, Alexia. C'est un peu spécial pour nous parce qu'on se connaît très bien. On a travaillé ensemble pendant des années et aujourd'hui, tu es à la tête de Side, la plus belle boîte digitale du marché de France et du monde. que tu as créé. On est très content de te recevoir et on a plein de choses dont on voudrait parler ensemble. Dans un premier temps, pour faire plus ample connaissance, on aimerait tout d'abord parler de toi et te connaître un peu mieux. Du coup, ton resto, qui est quand même un truc très particulier et assez incroyable, quelle place il a? Donc, je suis arrivée par hasard dans le milieu de la restauration et j'ai eu vent par hasard avec mon mari du fonds de commerce qui était à vendre. On a sauté dans le train en marche et on l'a pris. Et il s'avère que moi, vous me connaissez, une des choses que je préfère dans la vie, c'est le foyer, c'est recevoir. Et clairement, être restaurateur, c'est de recevoir des gens chez moi à qui je vais essayer de faire passer des bons moments, des moments magiques, des moments de joie. Et c'est ce qui me plaisait. C'est comme ça que je suis rentrée dans la restauration. C'est à partir de là que tu as eu ton idée en fait de la création d'une société qui est la boîte que tu as créée avant de travailler pour le groupe Randstad. Mhm. J'ai ouvert mon restaurant. J'ai eu la chance d'avoir des clients. Alors moi, je raconte ma vie, attention, dans mon restaurant, je racontais ma vie à tous mes clients et je leur ai parlé de cette idée que j'avais de potentiellement mettre en place une solution qui permettrait de fluidifier le recrutement pour ces postes euh, dont le recrutement doit se baser sur la détection de la personnalité plus que sur les diplômes. Et c'était des PDG du CAC, ces clients-là, qui m'ont dit l'idée nous plaît, vas-y, on finance ta start-up. C'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment, dans la plateforme Mitch, qu'est-ce que tu as fait pour recréer cette capacité en fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Ouais. Il y a eu deux grandes étapes sur Mitch. En 2016, c'était la grande mode de dire c'est le Tinder de ci et c'est le Tinder de ça. Donc ma première solution, c'était le Tinder du recrutement. Donc c'était je prends pas. Et l'objectif était que les candidats postulent à des offres et plutôt que de présenter un CV, se présentent sur une fiche en champ libre. Voilà, c'était du texte en champ libre. Donc, on n'était pas sur une technologie de fou, hein, on était sur un concept. Mais c'est un concept qui a commencé à prendre. En tout cas, sur le papier, ça a pris. Je dis sur le papier parce qu'au final, on n'avait pas de résultats. On a détecté de l'appétence auprès des recruteurs, de l'appétence auprès des candidats, et on n'a pas obtenu de résultats. Et là, je pense que l'anecdote qui explique le mieux ça, qu'on a eu, on avait... J'ai le droit de citer des noms d'enseignes ? Oui. D'accord. On n'est pas sur l'ARCOM, mais c'est bon, vas-y. Bon, en tout cas, on avait une grande chaîne de surgelés, dans le doute, qui était client de Picard et qui a testé notre solution. Ils étaient ouverts à l'idée de tester de nouvelles solutions parce qu'ils avaient des enjeux de recrutement et justement sur des postes, on va dire, plutôt col bleu. Ils postent une offre. Il y a 200 candidatures en l'espace de 24 heures, un truc vraiment intéressant. Ils sélectionnent 60 candidats pour venir en session de recrutement. Il y en a 2 qui se présentent. 2 candidats. Donc évidemment, je perds le client, qui était un de mes plus gros clients à l'époque. On venait de se lancer. Et je me dis, bon, il faut que je comprenne. Et donc, j'appelle les 60 candidats qui ont été retenus pour comprendre pourquoi ils ne se sont pas présentés. Et là, sur ceux qui décrochent, tous ne décrochent pas. La réponse est un peu dure.
puisque c'est, écoutez, nous, on ne cherche pas vraiment de travail pour beaucoup. Hein, et c'est évidemment pas tous. Hein, il y en a qui se sont désistés parce qu'ils avaient un empêchement. Il y en a qui n'ont pas voulu me dire la vérité. Il y en a, voilà. Mais il y en a beaucoup, j'ai plus les chiffres en tête, qui me disent, nous, on postule parce qu'aujourd'hui, on gagne plus d'argent à travailler, à toucher le chômage qu'à aller travailler pour les raisons de transport, de coûts de transport, etc. Et au chômage, on est obligé de prouver qu'on a des actes de candidature. Voilà. Donc je me dis, ouais, il y a une faille dans mon modèle. Et donc, on passe à la V2. La V2, donc qu'est-ce que tu as fait comme modification par rapport à la V1 à partir de ces retours? Tout. J'ai kill la V1. Le pitch s'est transformé. Le pitch, c'est devenu baser le recrutement sur la motivation et le potentiel des candidats. Et je me dis, voilà, notre prochaine obsession, ça va être d'identifier les candidats motivés. Et donc, on met en place, je ne sais pas si la solution était la bonne, sinon ça aurait... bon, j'ai revendu rapidement, donc je ne suis pas allée assez loin pour dire si cette solution aurait été formidable ou pas. Mais celle que j'avais choisie, en tout cas, et qui a commencé à prendre, c'était de remplacer la lettre de motivation par une courte vidéo de présentation. Et cette vidéo, elle permettait de valoriser les qualités personnelles, les qualités comportementales des candidats. Et c'était le candidat qui choisissait lui-même, donc le candidat, le talent, enfin maintenant il y a plein de mots, hein, mais qui devait, parmi une liste de 30 questions basées sur la personnalité, il devait choisir les 3 questions qui allaient le mieux valoriser sa personnalité. Il enregistrait en vidéo une réponse en 15 secondes sur son téléphone, via la caméra de son téléphone. Et la technologie permettait de faire un montage combiné de la vidéo, question-réponse, avec voix off. Et il y avait un share link, donc un lien partageable qui pouvait être annexé au CV du candidat pour qu'il puisse postuler avec une vidéo de motivation. On appelait ça la vidéo de motivation. Ce qui permettait aux recruteurs ce touch avec l'intelligence situationnelle dont tu parlais au départ, c'est-à-dire en fait finalement un révélateur du potentiel de la personne au travers des choix qu'il avait fait et de la manière dont il répondait aux questions. Oui, et je pense que le premier filtre, c'était déjà de faire la démarche d'enregistrer la vidéo. En fait, c'est pas un exercice facile. Et avoir un candidat qui se dit « il faut que je me démarque parce que sinon j'aurai pas le poste », je pense qu'on a déjà 80% de la réponse. C'est que c'est une personne motivée. Si on devait parler du besoin du candidat ou le besoin du talent de manière générique, qu'est-ce que tu mettrais en avant comme besoin clé sur lequel en fait toi tu as cherché à des réponses et où ce que tu perçois et ce qu'il faut aller chercher comme réponse? J'ai l'impression qu'il y a une... je vais parler comme une vieille. Mais j'ai l'impression qu'entre le moment où moi je suis rentrée dans le monde du travail et ce que je vois depuis 10 ans, il y a eu une rupture de confiance entre les employeurs et les employés. Pour répondre plus clairement à ta question, j'ai l'impression que le travail qu'on doit faire nous aujourd'hui, c'est de rétablir cette confiance-là pour que les talents soient heureux d'aller travailler dans l'entreprise et le fassent pas juste par obligation ou pour des aspects alimentaires. Et pour ça, ça demande aussi aux entreprises d'accepter de faire confiance par défaut à un talent. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça et j'ai pas de turnover dans mon resto. Faut se le dire, hein, et je suis convaincue que c'est la seule raison. Ils travaillent comme s'ils étaient chez eux. Peut-être qu'un jour je me ferai voler, peut-être qu'un jour... C'est pas grave. En tout cas, aujourd'hui, ils travaillent comme s'ils étaient chez eux. Ils savent qu'ils peuvent offrir s'ils ont des amis qui viennent. Mais la contrepartie, c'est que quand ils reçoivent des clients, ils les reçoivent comme si c'était chez eux. Donc, ils vont jamais abîmer le service, la qualité du service. Et je pense qu'à toute échelle, une entreprise peut fonctionner comme ça. Et que, en tout cas, ce que Side essaye de faire, c'est rétablir cette confiance-là. Aussi bien au niveau de l'expérience qu'on va proposer aux talents, mais de l'accompagnement qu'on va faire et proposer aux entreprises. Parce que si on fait un bond dans le temps, aujourd'hui tu es à la tête de Side et donc tu couvres un nombre de besoins de recrutement beaucoup plus large que l'hôtellerie-restauration. Quels sont les besoins recruteurs que tu identifies aujourd'hui auprès des clients de Side qui sont les plus marquants pour toi et quel Side répond très bien? Ouais, aujourd'hui, c'est sûr que ça, c'est plus gros puisque on parle depuis tout à l'heure de mon équipe qui est fabuleuse, mais de 10 personnes seulement. Là, chez Side, c'est quand même 7000 intérimaires qu'on met en poste par mois. En gros, les enjeux principaux de nos clients,
c'est de ne pas faire baisser le chiffre d'affaires, de ne pas faire baisser la productivité, et tout ça repose sur leur workforce. Donc si nous, on n'est pas au rendez-vous pour s'assurer que leur workforce soit en place au moment où les portes de l'entreprise s'ouvrent, voilà leurs enjeux. D'ailleurs, je sais pas si c'est très clair non plus pour tout le monde, quelle est la définition du digital dans l'intérim. Mm. Moi, j'ai rencontré pas mal d'acteurs de l'intérim qui m'ont répondu, on fait du digital, on fait de la démat. Donc on dématérialise les bulletins de paye, les contrats par exemple. Il y a quand même différents niveaux de digital. Toi, Christophe, qui a été dans le secteur depuis quand même pas mal d'années, comment tu as vu le digital arriver et comment tu définirais en fait l'apport du digital aujourd'hui dans le secteur? Je trouve que ce que nous a raconté Alexia illustre énormément en fait ce que tu nous amènes là sur le digital. Et on l'a vu arriver en fait avec la progressivité que tu as évoquée. C'est-à-dire qu'en fait, on n'était pas au cœur, on était en périphérie en fait de l'activité, c'est-à-dire en fait dans les accessoires, surtout les accessoires administratifs. Alors que le digital est en train de venir au cœur, et là en fait, tu nous donnes l'explication de c'est quoi être au cœur de. Hein, c'est être capable en fait de traiter un problème à haute vitesse ou à grande échelle, avec beaucoup d'informations. Je pense que aujourd'hui, avoir le canal 100% digital pour aller toucher une grande partie de la population talent devient indispensable. On voit les chiffres qui maintenant deviennent presque, on va dire, enfin, c'est presque cliché de rappeler ces chiffres, mais on a 97% des talents qui cherchent du travail en ligne, et sur ces 97%, il y en a 30% qui ne cherchent que en ligne. Et ce chiffre vise à grandir. Je me souviens d'une phrase que tu m'as dite la première fois que tu m'as pitché Side, Pierre. C'était avec Side, on propose de reprendre tous les codes de simplicité des applications que les gens utilisent tous les jours, mais pour trouver du travail. Je vois plus comment on peut concevoir l'accès au travail différemment pour l'avenir. C'est pour te citer toi maintenant, Christophe, si demain tu dois mettre ton appartement en vente, ça te passerait pas par la tête de publier une annonce sur Paru Vendu? Voilà, bon, bah enfin, on n'a juste plus le choix pour la partie talent, ça j'ai zéro doute. Moi, j'étais pas forcément une pro digitale à l'époque. Aujourd'hui, quand je dois appeler le docteur plutôt que de passer sur Doctolib pour prendre rendez-vous, ça me saoule. Je suis en train de travailler, je préfère le faire quand j'ai couché les enfants le soir. Bon, bah pour moi, ça doit être pareil pour un chef d'entreprise qui doit poster des offres d'emploi. Je dis un chef d'entreprise parce que sinon, on n'a pas le droit de travailler en dehors des heures de travail, n'est-ce pas? Le chef d'entreprise a le droit de le faire. Il doit pouvoir poster ses offres d'emploi quand il le souhaite et pas attendre des horaires d'ouverture standards. Pouvoir accéder à des informations clés, j'en sais rien, le suivi de la consommation de l'intérim, le suivi de la performance, le suivi de la compliance de l'entreprise au niveau juridique, suivre les feedbacks des intérimaires, etc. Enfin, si à chaque fois on doit appeler quelqu'un pour avoir ces informations, mais c'est ingérable. C'est ingérable. Donc, pour moi, on va y venir. Il y a des entreprises qui sont largement prêtes, d'autres qui le sont moins. Là où je doute encore un peu de notre capacité à transformer à 100% rapidement, c'est pour poster l'émission en autonomie pour les entreprises qui travaillent avec plusieurs prestataires. Parce que la démultiplication des canaux de commande est très pénible pour un opérationnel en entreprise. Donc nous, on travaille, Side travaille en exclusivité avec des groupes comme Basic Fit, par exemple, c'est plus de 800 clubs en France, etc. Comme on a l'exclusivité, alors en une semaine, c'était réglé, quoi. Tout le monde utilisait la plateforme, elle est super intuitive, le DRH avait ses datas à disposition. Enfin, ils ont voulu se transformer très vite, ils ont largement réussi à le faire. Mais voilà, il y avait un critère qui était l'exclusivité avec Side. On en a d'autres avec d'autres groupes du retail, etc. On a zéro problème. Après, on a quelques entreprises dont on a gagné l'exclusivité parce qu'elles ont commencé à jouer avec la plateforme et du coup n'ont plus eu envie de faire autrement que par cette plateforme. Mais ça prend du temps. Parce que ces entreprises commencent à jouer avec la plateforme une fois qu'on a prouvé qu'on était capable de répondre à leur problématique numéro 1, qui est de leur trouver des talents de confiance, de les mettre en poste au bon moment. Mais avant ça, devoir changer leurs habitudes, faire du change management en interne, avant d'avoir vu qu'on remplissait quand même la promesse ultime, qui est de leur trouver des talents performants, ils n'y vont pas. Donc voilà, c'est ma vision de l'adoption du digital dans l'intérim
c'est difficile d'en faire une vision générique puisque ça dépend beaucoup de la configuration de l'entreprise. Tout à l'heure, tu évoquais finalement ce que tu appelais le vivier. C'est-à-dire, en fait, c'est la capacité à connaître des gens qui vont avoir la capacité à venir faire ça pour toi. C'est un peu comme, est-ce qu'on peut dire un peu, c'est l'idée d'avoir puisqu'on parlait de workforce, une workforce un peu hors les murs, c'est-à-dire la capacité non seulement à avoir des gens qui sont des permanents que je connais très bien, mais une force plus large dans laquelle, en fait, j'ai un degré d'intimité et de connaissance et de confiance qui me permet finalement d'avoir une vision finalement de ma ressource humaine étendue. Et ça, c'est grâce à la plateforme. Ça, c'est grâce au travail qui est fait par les équipes. Tu peux nous guider un peu? Oui. La plateforme nous permet d'avoir ce que tu viens de décrire, cette workforce en dehors des murs. Par exemple, 2 magasins d'une même enseigne qui sont à moins de 30 km l'un de l'autre peuvent se partager ces workforces. Ce qui est difficile à organiser au sein même de l'entreprise et ce qui est quasiment impossible à gérer par l'intérim traditionnel parce que ce sont par définition des agences de proximité qui ont leurs gros avantages aussi, hein, on pourra en reparler, mais pas celui-là. De pouvoir permettre à des entreprises de se partager les viviers entre différents points de présence, c'est quelque chose que la plateforme nous aide à faire. Il faut se le dire, l'intelligence humaine est fabuleuse, mais elle a des limites dans sa capacité à retenir des informations en énorme volume. Et donc, il y a un moment donné, probablement que la consultante dans une agence de proximité connaît très très bien son pool d'intérimaires et du coup va très bien servir des clients qu'elle connaît très bien, mais à compter du moment où il faut élargir ça à plus d'intérimaires, à plus de clients, il y a un moment, on ne peut pas penser à tous nos intérimaires. La technologie nous permet de dire, voilà, lui, non seulement il avait attiré satisfaction au magasin qui est à 30 km, mais en plus, il est disponible à telle date et en plus, il peut se déplacer parce qu'il y a telle date. Bon, c'est pas comparable, j'infantilise un peu le sujet là, je suis désolée. Mais je suis pas sûre que tout le monde ait conscience de cette différence qui est majeure, qui est le volume d'informations qu'on est capable de retenir. Je dis pas qu'on fait plus de qualité, je dis qu'on est capable d'industrialiser cette qualité. Peut-être dans ce qu'a exprimé Alexia et qui revient sur ta question, en fait, je pense que ce qu'elle a exprimé était au cœur de ce que tu voulais faire à l'intérieur. Est-ce que vous aviez décidé de faire dans Side? C'est cette capacité, en fait, d'être au cœur, en fait, de la problématique du talent et la problématique du client et pas en périphérie. Ouais, exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les outils et aussi les changements en termes de comportement des talents, des outils digitaux comme les applications mobiles ils sont apparus et des outils qui ont effectivement été de plus en plus présents au cœur des opérations de beaucoup d'entreprises. Pensez en 2016 quand on a créé Side, par exemple. C'est l'époque où Uber était en train de prendre une place énorme sur le marché des taxis et des VTC, donc une plateforme de transport qui est orchestrée en fait par un logiciel, ce qui est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. Et donc effectivement, la tech n'était pas uniquement un outil administratif, mais devenait en fait un outil d'orchestration des opérations, qui était assez inspirant en réalité pour une activité comme le staffing, où il y a beaucoup, beaucoup de volume, il y a beaucoup de tâches à réaliser et mettre de la tech au milieu de ces opérations, en plus de l'humain, permettait de fiabiliser et d'automatiser. Et donc, il y avait beaucoup de bénéfices en termes de réactivité aussi côté client. Est-ce que tu penses que la technologie et les différentes fonctionnalités qu'il y a dans l'application Side, les différents produits même, ont permis d'améliorer ou permettent aujourd'hui d'améliorer cette fiabilité et comment? Sur les enjeux dont je viens de parler, oui, c'est sûr. Puis, enfin, là, pour le coup, c'est des KPI qui sont tangibles, hein. On est à moins d'1% de nos shows par mois sur Side, donc ça varie entre 0,3% et 1%. C'est des chiffres qui sont probablement les meilleurs du marché. Et ça s'explique par des fonctionnalités produits, notamment, on sait que 70% des missions pourvues par Side sont des missions qui passent par la fonctionnalité Work Again. Toi, tu la connais, mais je vais peut-être expliquer quand même ce que c'est. Work Again, ce sont des
des clients qui sont autonomes sur la plateforme et qui, au moment où ils vont avoir un besoin, vont sélectionner un intérimaire avec lequel ils ont déjà travaillé précédemment. Et on revient au sujet de la motivation, c'est-à-dire on a 70% des missions qui donc sont pourvues par le fait que le client sollicite quelqu'un qu'il connaît déjà. Par nature, ça sécurise notre taux de no-show, puisque c'est des personnes en qui c'est bon, on a confiance. Et moi, j'avais envie de revenir sur quelque chose qui est un tout petit peu à côté, mais on fera rejoindre. Et je me souviens quand on a commencé à travailler ensemble, tu es allé passer un peu de temps en agence. Et si ma mémoire est bonne, c'était à Dreux. Je crois que tu allé passer Exactement. quelques jours à Dreux. Et quand tu es revenu, tu m'as dit quel travail formidable sont faits dans les agences. Je suis très intéressé pour avoir ta vision de cette complémentarité, parce que tu nous as bien raconté finalement la création de valeur, de ce que ça amène pour le talent, pour ce que ça amène pour la plateforme. Et on est tous les deux, je pense, très convaincus que le travail qui est fait par l'ensemble des agences, je pense que c'est pas utile de les discriminer en fait, avec des permanents qui sont très investis dans leur travail pour leurs clients et pour leurs talents. Comment est-ce que tu vois ça? Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? J'ai un bon exemple en date puisque Side a été identifié comme la direction experte du retail dans le groupe Randstad. Donc, on a transféré des comptes qui étaient traités par l'agence traditionnelle chez Side. Et là, on voit que sur les gros réseaux qui veulent de la gestion en centrale, le transfert a été facile. Il y a même eu un ramp-up en 2 mois, une expansion très forte sur ces réseaux parce que l'équipe Side étant dédiée à ce réseau-là, elle a une capacité à aller chercher de nouveaux sirettes très rapidement, à ouvrir des nouveaux pensaires. Donc tout ça, c'était très bien. Par contre, tous les magasins qui fonctionnent en stand-alone, donc vraiment de façon isolée, qui ne se sentent pas appartenir à un réseau, même s'ils le sont, fonctionnent en tout cas opérationnellement comme s'ils étaient des indépendants, pour beaucoup, ils étaient très attachés à la relation de proximité. Très attachés, et ça allait jusqu'à un argument qui touchait les valeurs. Certains patrons de magasins qui disaient « Notre règle en interne, c'est de ne travailler qu'avec des prestataires qui sont à moins de 30 km de notre magasin. Point barre. On ne veut pas discuter d'autre chose. » Est-ce que tu réponds à ça? Moi, j'aime bien cette vision-là aussi. Je pense que elle ne peut pas être mise à l'échelle sur certaines grosses entreprises. Je pense qu'il y a d'autres valeurs. Nous, on permet de donner accès à l'emploi à des personnes qui ne connaissent pas l'intérim. C'est d'autres très belles valeurs. Mais si eux ont choisi celle de travailler qu'avec des agences de proximité parce que ça rentre dans leur charte RSE, eh ben, tant mieux qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, il y a ça. Et l'agence de proximité est indispensable sur toute la partie de recherche de profils rares. Ce sont des profils qui n'auront pas le réflexe de faire des démarches de recherche d'emploi proactifs parce qu'ils sont chassés toute la journée. Et c'est des profils qui ont des relations avec les agences et que les agences savent très bien toucher. Parce que là, j'étais aussi un peu avec l'envie de te poser la question aussi à toi, Pierre. Parce que du coup, je pense que toi, tu es arrivé dans le monde du travail temporaire avec une vision de la problématique que tu voulais traiter et avec la vision du digital. Et en rentrant chez Randstad ensuite, tu as découvert ce que c'était qu'un réseau et ce qui se passait. Du coup, ça m'intéresse aussi finalement de redonder ma question en disant finalement comment est-ce que maintenant, toi, tu vois en fait, je veux dire, le digital et le réseau que tu as découvert au travers des implants, au travers des agences, au travers des gens que tu as rencontrés aussi. J'ai beaucoup appris sur ce sujet. Je pense que, pour la faire simple, dans les villes, il y a une logique de marché qui est beaucoup plus facile à mettre en place parce qu'en fait, on recrute un premier pool de candidats et ces candidats, on arrive à les faire matcher avec des entreprises assez facilement. Et comme on fait rentrer de nouvelles entreprises, les candidats restent parce qu'en fait, ils voient des nouvelles missions qui arrivent. Et donc, on a cette espèce de cercle vertueux en fait qui se crée et qui fonctionne bien avec une approche à distance. C'est beaucoup plus difficile sur des zones qui sont plus éloignées. Et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment une puissance très importante au fait d'avoir un réseau local. Parce que c'est très difficile de trouver un client dans une campagne qui a un gros besoin, qui va nous dire « je vous fais confiance ». Et en fait, à ce moment-là, il faut qu'on crée le pool. La création du pool prend du temps. Une fois que le pool est créé, donc le client a encore son besoin. On arrive
asservir le client, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, c'est là où il faut avoir tout un réseau, de nouveau local, mais dans des coins qui sont quand même plutôt perdus parfois. Et donc là, le risque, c'est de perdre tous les candidats. Et que les candidats se disent, bah, maintenant, il n'y a Mm. plus rien sur la plateforme, et du coup, je m'en vais. Et c'est la force d'avoir une agence locale qui, comme elle est locale, elle recense tous les besoins qu'il y a dans la région, et donc sait offrir en fait aux candidats souvent une variété de missions qui est plus large qu'un nouvel entrant. Et donc c'est ce qui crée en fait une espèce de résilience que je trouve assez incroyable des réseaux. Autrement, vu les acteurs digitaux qui sont créés ces 10 dernières années, enfin il n'y aurait plus beaucoup d'agences en physique. Il y a une résilience incroyable d'avoir un réseau parce qu'en fait, le marché du travail, c'est plein de mini-marchés entre des candidats avec des compétences et des clients avec des demandes. Et donc, dans les villes, c'est assez facile de s'insérer pour les raisons que j'ai expliquées. En revanche, dans les campagnes, c'est des micro-verticales, en fait, où il faut trouver à la fois des besoins et des candidats, avec beaucoup plus de contraintes en termes de nombre de profils disponibles et de nombre de missions à poster, ce qui rend, en fait, la pénétration beaucoup plus difficile. Un de mes apprentissages, c'est que si on veut vraiment aller en profondeur dans le marché de l'intérim, il faut passer par le fait d'avoir un réseau d'agences physiques en complément de l'approche centralisée. Et en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas nécessairement une contradiction entre le fait d'avoir un réseau d'agences et le fait d'être au top en termes de digital. Mm. Je rejoins. Nous, on se repose d'ailleurs sur certains bassins d'emploi, notamment ceux qui sont proches des frontières suisses et allemandes. On a besoin de l'aide de l'agence qui connaît parfaitement son vivier d'intérimaires, etc. C'est des zones qui sont très difficiles au niveau du sourcing. Et c'est sûr qu'on a besoin de leur aide, hein. Et ce sont, alors là, je connais que des femmes sur cette région-là, ce sont des championnes que je connais sur ce bassin-là. Je te rejoins, il y a des zones où on a besoin de l'expertise des agences. Et on n'est pas, on peut dire, hein, là, tout de suite, dans une dynamique de marché avec vent portant. On est dans une dynamique de marché qui est plutôt vent dans le nez, donc c'est un peu plus compliqué pour tout le monde. Malgré tout, ça m'intéresse d'avoir un peu des différentes dynamiques. Quelle est finalement, dans ce que tu vois, toi, dans le digital, quelle est ta dynamique vis-à-vis de ce que tu peux voir dans le non-digital? On n'a pas besoin d'avoir des chiffres précis, mais juste des tendances. Est-ce que finalement, tu es dans les attentes que tu avais en termes de croissance, en termes de prise de part de marché? Est-ce que ça correspond à tes attentes? Est-ce que tu vois un différentiel avec le reste? Alors oui, clairement, nous on était encore en hypercroissance l'année dernière alors que le marché était déjà très en tension. Là, on poursuit la croissance, même si je suis pas sûre qu'on puisse appeler ça de l'hypercroissance cette année. En tout cas, on est en croissance. Je J'aurais du mal à faire, je sais plus comment tu appelles ça, la causalité, genre parce qu'on est digitaux, on est en croissance. C'est aussi qu'on est très petit par rapport aux très gros. Mais on s'appuie sur le groupe Randstad, mais par rapport aux, aux trois dinosaures de l'intérim, on est encore petit, donc on a un océan bleu à aller chercher. Je pense qu'aujourd'hui, les middle players ont un océan bleu devant eux. Et même si le marché est tendu, il y a de quoi aller chercher de la part de marché euh, ailleurs. Même si on n'agrandit pas le terrain de jeu, on a de quoi aller trouver de la part de marché. Donc, je ne saurais pas dire si c'est parce que notre modèle est très bon, ou si c'est voire meilleur que d'autres qui sont en ce moment, qui ont des chiffres qui sont en recul en ce moment, ou si c'est parce qu'on a encore un océan bleu devant nous à aller chercher. On en voit des middle players de l'intérim traditionnel qui sont en train de grossir ces derniers temps, hein, et ils se disent pas digitaux, entre guillemets. Je peux changer d'angle une seconde, parce que du coup, j'ai envie de parler de marque. Euh, C'était aussi une de mes fascinations quand on a commencé à discuter avec Saïd, le travail que tu avais fait, que vous avez fait, de manière plus large, pardon, sur la marque. Et je sais aussi que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et moi, j'aimerais bien comprendre, en fait, la, la, la part dans le succès de Saïd de cette vision de la marque, autant sur le plan du candidat que sur le positionnement, que sur la différenciation. À la fois, qu'est-ce que vous avez cherché à faire et quels impacts ça a pu avoir? La grande différence avec les acteurs traditionnels, je pense, c'est
qu'on s'est beaucoup concentré sur l'approche talent. Donc nous, depuis le début, notre objectif, ça a été de vraiment transformer l'expérience de travail temporaire chez Side pour le talent. C'est quelque chose qui rend la marque un peu plus tech, un peu plus consumer. Donc ça veut dire qu'il s'adresse plutôt à une cible B2C, peut-être plus que B2B. Après, je trouve aussi que dans le secteur, en réalité, les groupes ne travaillent pas beaucoup leur marque. En tout cas, enfin, on va pas se mentir, je trouve pas que ce soit... Il n'y a pas de très belles marques aujourd'hui dans l'intérim. Donc, il y a beaucoup de boulot, en fait, je pense, dans chacun des groupes. Et on a fait venir peut-être un vent nouveau, simplement parce qu'on connaissait rien de l'intérim, on connaissait rien du secteur. Donc, on est arrivé avec des codes qui étaient sûrement différents de ceux du secteur habituel. Et on est arrivé avec des codes qui étaient plus digitaux et avec une approche qui était plus orientée candidat. Et donc, qui avait une approche peut-être un peu plus jeune et un peu plus proche, comme tu le disais, Alexia, des services nouveaux dans la tech qui apparaissent aujourd'hui, qui a un virage, en fait, que les acteurs traditionnels n'ont pas encore, n'ont pas réussi à prendre. Et comment t'as repris ça? Parce que quand tu as repris Side, c'était même un peu à la jointure. Tu as fait ce travail sur la marque. Tu as vraiment refait des choses, un peu de travail sur la marque. Et comment est-ce que tu poursuis cette vision? David m'a épaulé. Je suis pas une championne sur la partie marque, hein. Je pense qu'il a dû reprendre une bonne partie de ce travail-là. Merci David. Voilà, David, le fondateur de Side. Salut. C'est lui pour le coup, il est vraiment pointu. Parfois, je me souviens quand on benchmarkait les freelances qui devaient nous aider à revoir la charte graphique, etc. Je me dis, waouh, c'est super. En fait, il me disait, mais c'est horrible, en fait. Il devait m'aider à rééduquer mon regard, etc. On va pas faire la liste de tous les sujets sur lesquels David est pointu parce que ça va être un peu long. Ouais, c'est juste. En tout cas, voilà. La marque Side existe, pour moi, elle existait depuis 2019, depuis que vous aviez pivoté sur la partie intérim. Et là, on avait modernisé la partie visuelle, la partie charte graphique, mais je suis pas sûre que ce soit la partie la plus impactante. Enfin, je me dis, si demain, on nous imposait de reprendre une charte graphique qui soit plus traditionnelle parce que appartenant au groupe ou quoi, je crois pas que ce serait ça qui aurait de l'impact. J'ai un impact négatif. J'ai l'impression que le gros impact, c'est le nom de cette marque directement rattaché dans la tête de nos utilisateurs à la qualité de l'expérience. Et la qualité de l'expérience, charte graphique, couleur et tout, c'est important, je dis pas, hein, parce que c'est ce qui nous fait quand même nous dire si on est moderne, si on est un peu, poussiéreux ou pas. Donc ça donne quand même 2-3 indices. Mais j'ai l'impression que ce qui a fait la robustesse de la marque Side pour les talents, c'est le lien entre la qualité de l'expérience et ce nom de marque qui est fait dans la tête des talents. Et la qualité de l'expérience, pour moi, aujourd'hui, elle est inégalée sur le marché. Tout à l'heure, Alex, tu nous as parlé de la plateforme entreprise et donc de ce que ça apporte aux entreprises. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de la plateforme candidat et de l'expérience candidat? À quoi sert le digital, en fait, pour les candidats? Ce que le digital apporte aux talents, c'est la capacité de pouvoir accéder au travail sans changer aujourd'hui leurs usages, les usages qu'ils ont sur toutes les applications qu'ils utilisent chaque jour, etc. Il faut se dire que les talents, potentiellement, vont d'une mission à l'autre. Comment ils font pour booker leur mission d'après s'ils ne peuvent la booker qu'en répondant au coup de fil d'une consultante qui lui propose une mission sur des horaires de travail? La plupart du temps, il est déjà en poste, il ne peut pas décrocher, donc il va rappeler, l'agence sera fermée, etc. Ça complexifie tout, en fait. L'avantage du digital, c'est que ça leur donne accès à l'emploi quand eux ont du temps à consacrer à leur recherche d'emploi, et ils n'en ont pas tout le temps. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une question je trouve, de vie privée. Moi, quand j'ai besoin d'un acompte, je trouve ça insupportable de devoir le demander à quelqu'un. C'est quand même de l'argent que j'ai gagné. C'est quand même insupportable de le demander. Bon, via une appli. Non, mais c'est vrai, c'est très gênant. Ça pourrait donner l'impression qu'on ne sait pas gérer ses sous, etc. Alors que bon, c'est juste un événement spécial. Voilà, donc le digital permet aussi de maintenir un tout petit peu sa vie privée et de ne pas appeler un tel ou un tel dès qu'on doit bouger le petit doigt. Je trouve que ça donne une autonomie qui est aujourd'hui indispensable pour qu'on puisse garder un peu de dignité, quoi. Oui, c'est très clair. Et sur les
Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres là-dessus? Est-ce que tu as une petite idée de moi, je décide de trouver un job, combien de temps je peux commencer à postuler sur des choses? Est-ce que tu peux nous illustrer parce que tu parles de fluidité, tu donnais Mm. l'exemple tout à l'heure de Doctolib. Comment est-ce que tu traduirais ça dans des faits ou dans des chiffres? Déjà sur SAD, on a 4500 inscriptions spontanées, donc je parle sans campagne d'acquisition sponsorisée, payante. 4500 inscriptions par semaine. Donc c'est dire qu'il y a une appétence en tout cas. Ensuite, peut-être parler du NPS. Dès qu'un candidat était mis en mission, et je sais que le time to hire est important pour toi, il faut compter que c'est à peu près 4 jours entre le moment où le candidat postule et celui où il va être mis en poste. Je ne suis pas fan de ces datas, time to hire, time to fill, etc. Parce que ça dépend beaucoup du temps que le client nous donne pour recruter. S'il poste sa mission, le time to hire surtout, s'il poste sa mission 2 semaines avant parce que c'est quelqu'un qui anticipe, bah nous, on va peut-être mettre quelques jours de plus et faire passer. Bon, je ne suis pas fan de cette data-là, mais bref. Pour en tout cas un talent, il se connecte. On estime qu'il peut être en poste dès le lendemain si jamais c'est le profil idéal pour une mission, etc. Si ce n'est pas dès le lendemain, ça peut être dans les 4 jours qui suivent, en moyenne. En termes de NPS, la qualité de l'expérience, une fois qu'ils ont travaillé, est exceptionnelle. On a des notes qui sont les meilleures du marché, qui sont chaque mois au-dessus de 60, etc. Par contre, c'est vrai que avec 4500 inscriptions par semaine, on n'est pas toujours capable aujourd'hui de tous les mettre en mission. Comme on l'a dit, il y a 70% des missions qui sont des work again et que 20% de nouveaux candidats à chaque fois qu'on fait travailler. Donc voilà, forcément, ça crée de la frustration puisqu'il y a des talents qui ne sont pas sélectionnés. Et c'est là où est l'intérêt d'apprendre à identifier la motivation. C'est que parmi ces talents, il y en a peut-être qu'on ne fait pas travailler alors qu'ils sont peut-être 10 fois plus motivés que d'autres qu'on va venir contacter, etc. Et donc, la capacité que pourrait avoir un candidat à sortir du lot, à s'exprimer, etc., nous aiderait aussi à mettre plus de monde en poste et plus de monde qui a envie de travailler rapidement. Une question que se posent aujourd'hui beaucoup de groupes d'intérim en France, c'est probablement cette question du digital, de comment en fait on adresse le digital. Est-ce que je le fais en interne? Est-ce que je le fais en externe? Est-ce que j'ai les compétences en interne? Comment est-ce que je m'y prends? Christophe, toi qui as mené ce sujet en interne chez Randstad, et toi, Alex, qui a rejoint le groupe et qui a aussi participé à beaucoup d'initiatives digitales au sein du groupe, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos apprentissages? Quelle a été l'histoire du groupe Randstad aussi pour répondre à cet enjeu? On a pas mal discuté déjà, nous deux, de ça, puisqu'on a travaillé ensemble sur ce sujet chez Randstad. Donc, c'est un sujet qui est important pour nous parce que on a travaillé tous les deux à construire une couche de produits qui nous permettrait en fait d'aller dans le digital. On a tous les deux été contents de basculer sur Side. Donc ça veut dire des choses. Ça veut dire qu'en fait la capacité à créer des produits est une capacité qui n'est pas forcément présente de manière si naturelle que ça à l'intérieur d'une DSI, et que c'est une approche en fait qu'il faut être capable de bâtir. Donc c'est une approche qui nécessite non seulement d'avoir compris les problématiques qu'on veut traiter, mais peut-être que parfois, mais tu compléteras, on était peut-être un peu trop dedans et pas assez dehors pour être capable de bien comprendre. Et ensuite, s'installer dans une démarche produit, c'est une démarche avec une vision long terme, dans laquelle il n'est pas toujours facile de s'inscrire, à la fois qu'on n'a pas complètement les compétences et qu'il faut les acquérir, et qu'en plus, il faut traiter une couche, on va dire legacy, pardon pour la technique, une couche ancienne, en fait, qui est très compliquée à manipuler à l'intérieur d'une entreprise à la fois aussi grande et aussi complexe que les entreprises de travail temporaire. J'ai l'impression qu'il y a un compromis à faire entre... C'est peut-être pas un compromis, c'est même un choix à faire. Entre soit je choisis la vélocité et je m'empare d'une solution existante sur le marché et je l'impose parce que je sais que c'est indispensable pour attaquer le marché de demain. J'impose ce change en interne. Soit je préfère obtenir le buy-in de mes équipes. Donc, dans ce cas-là, je vais co-construire une solution en interne et j'accepte que ça prenne 6, 7, 8, 10 ans. C'est aux entreprises de faire leur choix. Je pense qu'on a le choix entre ces deux options. On fait vite, on va attaquer le marché, on s'empare d'une solution, mais ça veut dire qu'on se confronte à des gros problèmes de change management, ils existent. Ou alors, non, on décide de prendre le temps de construire en interne, voire de co-construire, d'anticiper le change management avant que la solution soit livrée. Et ensuite, la solution arrive
mais clairement, on sait qu'on a perdu des années. Il faut être sûr d'avoir anticipé ou non le fait que ces années ne soient pas cruciales par rapport au retard qu'on va prendre sur le marché. Super intéressant. Pour conclure, il nous reste 5 minutes. Dans cette question, tu n'as pas le droit de dire le mot Proust. Est-ce que tu peux nous parler d'un livre qui t'inspire professionnellement? Chacun sait professionnellement. Euh, il est peut-être un peu ancien pour les personnes qui sont pointues technologiquement, mais moi, il m'a beaucoup aidé sur mes premières approches des plateformes. C'est Plateforme Stratégie. Je ne sais plus qui est-ce qui l'a écrit, il faudrait que je regarde, mais il montrait à quel point il était crucial. Je l'ai lu il y a très longtemps, hein, donc là, c'est téméraire ce que je fais, mais si je me souviens bien, les messages principaux du livre, c'était comment on assure que des utilisateurs d'un même produit qui ne se connaissent pas arrivent à tisser des liens de confiance entre eux alors qu'ils ne vont jamais se parler. J'avais adoré l'approche. Grégor Hop, ça, Eh Plateforme ben, Stratégie. exactement. On le mettra dans la bio. Ça, ce livre m'avait beaucoup marqué parce que c'est vrai qu'en fait, c'est ça. Mais sur Airbnb, c'est quand même crucial. Des gens vont aller habiter chez d'autres gens, ils se sont jamais parlé et ils se font mutuellement confiance. Et il en parle dans Plateforme Stratégie. Des petits nudges comme ça qui ont permis d'accéder à ce niveau de confiance sans jamais s'être revus. Je trouve ça assez crucial, surtout quand c'est une relation tripartite comme celle de l'intérim. Tripartite, parce qu'il y a l'agence d'intérim, l'agence utilisatrice, le client et l'intérimaire. Merci Alex. Merci de ton temps, c'était super de t'avoir. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment génial de pouvoir parler avec Alexia. Ouais, c'était un super moment. J'ai adoré. Moi, je m'y attendais à ce que ce soit cool comme ça. Donc, c'était vraiment chouette. Et peut-être on va se dire tous les deux un peu ce qu'on retient comme moment clé. Je retiens que l'expérience Side continue à plaire. Il nous parlait du cas de Basic Fit, par exemple, qui n'était pas vraiment dans la cible au départ de Side, mais qui est devenu partenaire national, parfaitement intégré, très content. Donc c'est un très bon exemple de ce qu'une entreprise en ligne d'intérim en ligne est capable de faire aujourd'hui. Ouais, ce qu'elle nous a montré, et ton exemple est très bon, ce qu'elle nous a montré, en fait, c'est aussi que, comme souvent, en fait, il faut bien réfléchir à la segmentation. Le digital, en fait, est critique sur un certain nombre de segments et apporte pas la même valeur sur absolument tous les segments. Et donc, elle a eu l'intelligence de choisir les segments sur lesquels elle a positionné l'offre. Et en fait, en ayant cette distinction en fait très claire, parce que c'est pas une offre unique, non, c'est une offre vraiment anglée sur toutes les entreprises qui vont tirer profit de la valeur que crée le digital. Les entreprises en réseau, tout ce qui est finalement des missions non seulement à courte durée, mais à haute intensité de remplacement. Tout ce qui nécessite en fait de transformer l'expérience d'utilisateur parce qu'on veut, j'allais dire, se doter d'une workforce jeune, connectée, moderne. Elle a été capable en fait de maintenir Side dans les secteurs dans lesquels Side crée le maximum de valeur. Ouais, et moi c'est toujours une grande question pour moi de connaître vraiment, tu vois, quel est le périmètre de secteur qui est adressable par le digital. Parce qu'en fait, on n'a pas fini l'histoire. On sait qu'il y a le retail, on sait qu'il y a Basic Fit, par exemple, réseau national, avec des salles un peu partout. Ça tombe sous le sens, c'est très adapté, parce qu'en plus, les intérimaires sont très jeunes, etc. Mais il y a aussi des entreprises comme ASAPwork, par exemple. Je ne sais pas si tu connais ASAPwork. Ils se lancent dans le BTP. Et en fait, ils ont une approche qui est une approche quand même digitale. Staff match, généraliste, approche digitale. GoJob commence à avoir une certaine taille, approche digitale. Et eux, ils font pas que un petit segment, un petit bout du marché. Ils sont presque aussi larges et aussi généralistes que les autres. C'est intéressant, en fait, de voir que peut-être une approche qui n'est pas la même à avoir pour tous les segments. Pourtant, j'ai l'impression que on voit des exemples quand même qui sont de plus en plus gros et de plus en plus des exemples de succès en fait sur chaque segment et notamment les gros segments de l'intérim, dans la log, dans le BTP, dans l'industrie. Et donc c'est une tendance qui n'est pas une tendance de niche en fait. Non, c'est pas une tendance de niche, mais c'est difficile en fait, je trouve, dans la discussion qu'on a là, en fait, de
complètement angler uniquement la discussion autour du digital. Parce qu'en fait, il y a d'autres facteurs. Il y a des facteurs de prix, il y a des facteurs de volume, il y a d'autres types de facteurs. Si on regarde ce qui s'est passé avec EasyWork, la manière dont l'offre était positionnée, elle a permis aussi un certain nombre de raccourcis, on va dire, raccourcis en termes d'aller sur des segments qui n'étaient pas naturellement des segments d'offres, en ayant une stratégie adossée sur une stratégie prix. Donc c'est difficile de prendre qu'un seul des facteurs. Il y a quand même un mix d'effets. Et malgré tout, comme toi, je te rejoins sur une chose, c'est que petit à petit, le digital, il va venir tisser sa toile parce qu'il est indéniable que du côté du candidat, en fait, la manière dont le digital entre, je veux dire, dans son expérience, devient d'une criticité